C'est toi qui as envie que je sois là. Tu comprends? C'est toi qui me poses des questions. Et tu fais ton travail, et tu le fais pas trop mal. Et les autres, c'est pareil. Mais maintenant, de se poser la question, est-ce que tu trouves normal que les gens trouvent que c'est normal? Quoi qu'il arrive, ils vont regarder ton interview. Non, je me Je pose. pense qu'ils préfèrent. Si tu veux, l'hypocrisie, elle est là. Non, Julien, L'hypocrisie. je me pose la question Ouais. de la Mais seconde tu as la chance. réponse dans ta Parce que question. Mais moi, je veux pas non. de seconde de chance. Moi, ma vie, elle va très bien. Non, parce mon ami. on a eu cet exemple médiatique qui est celui de Nabila. Je pense que la meilleure chose qui lui est arrivée à Nabila, c'est ce coup de couteau en termes de carrière. Je suis plus dans les soirées, je suis plus dans la drogue, je suis plus dans tout ça. Je suis revenu à quelque chose de plus sportif, plus sain, plus vert autour de moi. Mais j'ai juste cette période sombre. Et quand tu es dans ce naufrage-là, quand tu es dans ce tunnel, il n'y a rien de bon à en tirer. Alors là, on peut dire violence, mais il n'y a pas que ça. Il y a des choses. Enfin, tu sombres. Tu sombres et le paquebot coule. Voilà, ça fait partie de ma vie. Ça a été une descente aux enfers. Il y a des trois quarts qui se reconvertissent pour vendre des produits. Je trouve ça lamentable. C'est pas terrible. On est là-dedans, mon ami. Et tu vends ça, toi aussi. Toi et tes autres, tes copains, et Jérém Star, et mes Koumanski. Et la vérité, elle est là. Julien Guirado, bonjour. Salut. Tout va bien? Tout va bien, j'ai des nouvelles lunettes. Il y a du soleil, c'est l'été bientôt. Oui, il y a du soleil à Paris. Toi, tu as l'habitude du soleil dans le sud de la France. Exactement. Mais tu vis, me semble-t-il, aussi entre le sud et la France en ce moment. Je suis un peu à Paris, je suis un peu dans le sud, je navigue tel un vagabond. Parce que ta copine est de Paris, c'est ça? Ma nouvelle copine est de Paris, j'y ai vécu là toute l'année. J'ai un établissement dans le sud qui m'oblige à y être, du coup, pour parfois le gérer. Moi. Un établissement dans lequel tu sers du caviar, c'est ça? Je ne sers pas, moi, je suis des serveurs. Mais du caviar, ouais. Du caviar, quand le prix du kilo nous le permet, quand les producteurs sont généreux, parce que c'est cher le caviar, du coup. Et c'est très bien placé, c'est en face l'hôtel Le Martinez, le célèbre hôtel Le Martinez. Et on y passe de belles soirées, les gens sont contents, j'ai des très bons retours et je t'invite aussi à y être si tu as l'envie de descendre. Avec plaisir de te recevoir. On peut parler d'une reconversion professionnelle. Comment ça se passe? Est-ce que c'est des parts que tu as pris dans un restaurant? Est-ce que c'est un restaurant qui t'appartient? Écoute, c'est des parts que j'ai pris dans ce restaurant. Il était question moi, d'intervenir dans un premier temps sur un peu tout l'aspect communication, parce que Cannes, si tu veux, c'est assez saisonnier. Du coup, pour allonger les saisons, pour le tirer jusqu'à septembre, octobre, c'est compliqué. Dans l'été, évidemment, que tout le monde travaille, de par le nombre, de par le tourisme, de par tous ces flux-là. Mais ouais, je voulais avoir cette expérience en tant qu'on va dire directeur et on va dire actionnaire. Et l'opportunité s'est présentée. Et c'est un vrai métier. Et j'apprends, je suis content et je trouve que c'est sympa. Voilà. Alors ça, c'est ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui. J'aimerais qu'on remonte ensemble un petit peu le temps. Ouais. Sur la base de ton livre que tu as sorti, D'accord. Ma vérité. Ta maman avait confié dans une interview que tu avais des choses en toi, des choses dures que tu avais vécues jeune et qu'il était temps d'en parler. Pourquoi ta maman, elle avait pris la parole? Ben, après, tu sais, on a fait une espèce de carrière, on va dire. Ouais, c'est une carrière. Quand tu fais plus d'une dizaine d'émissions, on peut utiliser le mot carrière. Je pense que les proches ont un retour particulier à ce qu'on vit et ont une perception de ce que l'on peut devenir, ce qu'on devient. Et je pense que ça peut les toucher. Et elle a voulu faire une espèce de rétrospective sur ma vie passée, des épreuves qu'on a traversées, mais pas plus qu'un autre, ou différemment. Tu sais, moi, je ne suis pas dans une politique d'apitoiement, donc je suis quelqu'un qui m'enrichit d'expérience en expérience. Et je pense qu'on a tous un parcours de vie. Et peut-être qu'à ce moment-là, quand elle l'a dit, ben, ça a dû la toucher particulièrement. Et du coup, elle a trouvé louable, enfin, elle a trouvé important le fait d'en parler. Moi, après, je ne suis pas quelqu'un qui étale trop ma vie privée, qui fait l'apologie à quoi que ce soit sur une espèce de malchance, sur des épreuves. Je pense que, ouais, comme je te dis, on a tous un parcours de vie. Et bon, moins bon, tout dépend de la période. Mais à mon avis, ouais, ça avait dû la toucher du coup. Elle fait référence à quoi, tu penses, ta mère? À son divorce avec Ouais, ton père ouais, qui t'a ouais, marqué étant plus ouais, jeune? ouais. Le divorce, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que j'avais une espèce d'idéal de vie où pour moi, on fait perdurer l'amour, si tu veux, une espèce de vision un peu révisionniste, voire moyenâgeuse. Tu vois, j'ai grandi avec ces idées-là.
voilà, sur une espèce d'amour inconditionnel, passant les barrières sociétales, les barrières du temps, tout ça. Et j'ai vite été déçu, on va dire, par la société. Et ça m'a un peu marginalisé, on va dire, sentimentalement parlant, sur cet idéal-là que j'avais. Et quand il y a eu le divorce de mes parents, ça a apporté en plus une preuve, on va dire, physique et immorale pour moi, dans ma constitution en tant qu'homme. Alors, t'expliques que tu en as beaucoup voulu à ta mère de ce divorce, Ouais. que tu as porté quelque part ta mère pour responsable, que tu aurais voulu que tes parents s'aiment toute leur vie. Pourquoi avoir tenu ta mère plus responsable que ton père à l'époque? Du coup, alors est-ce qu'elle a eu le courage de partir? Enfin, courage, c'était pas une purge non plus, mais simplement deux êtres qui n'arrivent plus à vivre ensemble et en s'aimant moins, du coup. Et donc, on a banalisé toutes ces choses autour du divorce. Et du coup, moi, si tu veux, j'étais pas trop là. Je jouais au foot, j'étais en sport-études, tout ça. Après, je suis parti très tôt de chez moi, donc de savoir que le foyer était sain chez moi, ça me rassurait, même si je les voyais pas trop souvent. Après, je suis parti faire du mannequinat, je suis parti en Asie, en Italie, longtemps. C'était important pour moi d'avoir cette espèce de noyau dur et essentiellement mon développement. Après, voilà, maintenant, je comprends avec le recul que faut être heureux dans la vie et quand tu es moins heureux, il faut savoir se défaire de la personne. Mais ça a été un événement marquant mais très marquant. Et peut-être que moi, j'ai eu plus de mal à l'accepter vu que maintenant un couple sur deux se sépare. Je connais pas trop les stats ou l'INSEE, tout ça, je sais pas. Mais apparemment, c'est devenu plus fréquent. Mais moi, c'est sûr qu'à l'époque où je l'ai vécu, je l'ai super mal vécu. Et tout a été un peu tronqué, toute ma vision un peu du couple, même de cette construction de famille. Ça a eu un gros impact dans ma vie. Donc, mais ce n'est pas des excuses sur d'autres événements qui se sont passés. Mais évidemment que ça a pu avoir des conséquences sur beaucoup de mes idées que j'avais plus jeune. Tu dis que si ta mère t'abandonne, n'importe quelle femme peut t'abandonner. Ouais. Pourquoi tu as vécu ce divorce au travers de ta maman comme un abandon de la figure maternelle? J'étais très proche de ma mère. Je dormais avec mes parents. La nuit, ils me mettaient au lit. Je revenais. J'ai une angoisse dans la vie. Moi, tous les jours, quand je me lève, c'est de les perdre. Mais une angoisse qui est grande. Donc, j'étais vraiment couvé, chouchouté. Et je suis parti très tôt. Donc, j'ai eu une vraie session qui a été un peu brutale de par le sport. Donc, grâce à ça, je me suis endurci. Très endurci même. Tu lui en as voulu à ta mère? Ouais, parce que pour moi, elle m'a abandonné moi, alors qu'elle a quitté mon père. Enfin, elle a quitté, elle est partie jeune. Pour moi, c'est le foyer, c'est une équipe, c'est un tout. Voilà, Alors, évidemment que dans la vie, il y a des hauts, des bas, que ça peut être sinueux à des moments, mais je lui en ai voulu. Ouais. Je lui ai pardonné aujourd'hui, mais c'est vrai que ça a été compliqué à vivre. Tu lui as fait payer étant plus jeune? J'étais très turbulent. J'étais diagnostiqué hyperactif. Hyperactivité, c'est une maladie dont on parle peu, qui découle sur la concentration. Moi, j'ai besoin de mouvement, donc j'ai eu une chance de pouvoir, on va dire, catalyser tout ça par le biais du sport. Mais à 13 ans, 12 ans, 11 ans, tu ne le sais pas que tu l'es. Donc tu fais des conneries, tu es en mouvement, tu as du mal à rester en place en classe, tu as besoin de faire du sport, te dépenser, parce que ton énergie, tu as une dépense d'adrénaline, de testostérone qui est plus haut que les autres. Donc évidemment que arriver à comprendre cette espèce de fardeau, parce que c'est un vrai fardeau au quotidien, et c'est pénible pour soi, pour les autres, c'est dur. Le vivre ensemble devient pénible. Voilà. T'expliques dans ton livre que tu perds tout respect pour la femme, que tu te dis, c'est cru, hein, mais c'est ce que tu écris dans ton livre, je me dis, je vais toutes les baiser, c'est tout. Non, à l'époque, quand je vis ça, c'est comme une espèce de bouclier où je me dis, écoute, si ta mère a pu te faire souffrir comme ça, elles sont toutes capables. Donc moi, j'avais vraiment une espèce de naïveté d'un idéal. Et j'avais eu, on va dire, la facilité, ou ma conclusion à moi à cette époque-là, c'était de dire, essaye de pas trop avoir de sentiments, parce qu'au final, tu vas en souffrir. J'avais une image vraiment de l'amour tronqué, et je voulais plus en entendre parler. Donc après, ça a pu se voir avec la télé-réalité sur toutes ces émissions, aventures, tu les appelles comme tu veux, mais j'allais de couple en couple. Je peux être triste à des moments. Je dis pas que j'ai pas été sincère ou quoi, mais j'ai toujours eu une espèce de détachement.
Et tu penses que c'est ce divorce qui t'a fait perdre quelque part une forme de respect nécessaire, respect, pas respect, pas respect. De 18 ans. Ouais, pas respect, mais espoir. Alors évidemment, c'est pas des choses qu'il faut se dire. Hein. Évidemment que ma mentalité a bien évolué, heureusement, mais vraiment, moi, ça a eu un impact sur l'idéologie que j'ai pu avoir sur le couple, l'idéologie sur la famille et sur tout ce qui était construction de vie, parce que j'étais prêt très tôt à construire ma vie. Parce que le sport t'oblige, parce que la rigueur du sport t'oblige. Et après, je suis parti sur une vie de vagabond, un peu nomade, à partir faire du mannequinat en Asie, partout à voyager pour ne pas avoir cette espèce de poids et responsabilité. En fait, j'ai perdu confiance en la famille quand ma famille s'est disloquée, quoi. C'est pas que la femme, là tu reprends une phrase du livre, mais oui. Tu vas m'isoler dans un truc de la femme. C'est pas ça, c'est plus large. Non, je veux pas t'isoler, c'est parce que c'est toi qu'en parle. Oui, je pense que c'est intéressant de le creuser. Je le dis, mais c'est pas sur la femme, c'est sur l'idée de famille en général. Voilà. Et après, quand tu souffres dans la vie, tu as une espèce pas de forme de vengeance, je pense, parce que c'est psychanalytique après, mais tu crois plus en certaines choses. Du coup, et moi, les faits que j'ai eus, ça a été sur une période de ma vie, je la déconsidérais, mais c'est même pas des excuses, mais ça a été pour moi, je me suis dit, voilà, écoute, si ça se passe comme ça avec ta mère, pourquoi tu vas aller t'engager et créer une famille alors que... Il y a peut-être l'exemple aussi, et je sais pas, ça va être une véritable question que je vais te poser, Julien Guirado, parce que tu poursuis dans ton livre en disant, j'ai une image de la femme à l'ancienne, une image un peu espagnole, musulmane, moyenâgeuse, macho. Un peu méditerranéenne. Pour moi, si tu fais des enfants, ce n'est pas pour divorcer plus tard. Non. Moi, je voulais savoir si tu avais eu des exemples autour de toi qui t'ont conduit à manquer de respect envers certaines femmes. Non, c'est pas manquer de respect. Manquer de respect, c'était plus... Non, au contraire. C'était que je voulais garder une espèce de vision que je trouvais importante à mes yeux, de garder sa famille et malgré les difficultés, rester soudé et passer les épreuves, voilà. Et comme on est dans une époque où tout se fait vite et se défait vite et on ne construit pas, on balaye. Mais tu avais des exemples autour de toi d'hommes machos. C'est toi qui parles de machisme. J'ai été macho, oui, macho. Après, c'était le mot employé macho, c'était vraiment au sens large, dans le sens où macho, parce que j'avais des origines italiennes, espagnoles, donc c'était le bon mot à ce moment-là quand il est utilisé. Mais c'était plus dans le sens où je voulais pas réduire la femme, parce que ce que les gens savent pas, parce qu'on a toutes ces espèces d'élans féministes et tout ça, et heureusement qu'ils sont là, quelque part. Mais on fait beaucoup d'amalgames et au sein de ces familles-là, n'importe qui, que ce soit les musulmans, les espagnols, les italiens qui ont eu un peu cette éducation-là, vous diront que la vraie patronne, c'est la femme, au final, et que c'est pas un manque de respect. Et plus, on va dire, chevronné, plus habilité Enfin, on a créé beaucoup de déviance, je trouve. C'est plus un syndrome d'époque. C'est pas... La femme, c'est vraiment la reine, au final. C'est juste que dans notre civilisation, dans notre société, et peut-être que maintenant, c'est pas plus mal, parce qu'il y avait sûrement des femmes qui pouvaient pas se défaire de certains foyers et qui restaient par contrainte. Voilà. Mais moi, j'ai eu des bons exemples où on a pu avoir cette espèce de vivre ensemble. Et je pense que jeune, tu dis aussi beaucoup de conneries, voilà. Donc évidemment que la vision que j'ai actuellement et maintenant, elle a changé, mais à cette époque, quand tu reçois une éducation, tu as envie de reproduire ce qui t'a été inculqué, voilà. Donc c'était pas... Est-ce que tu avais vu des choses dures, étant plus jeune ? Non, mais j'ai vu des gens qui s'aimaient, qui savaient vivre ensemble et faire face aux difficultés et qui n'allaient pas au rythme de la société, voilà, sur les modes, sur les époques. De quel mode tu parles ? Moi, je sais pas, j'ai eu mes grands-parents, ils ont été heureux, c'est eux qui m'ont aussi éduqué, ils ont tout fait ensemble, ils ont vécu, ils ont élevé mon père, ils ont réussi dans les affaires, dans la vie, pourtant ils sont les deux immigrés. Enfin, j'avais un bon exemple, voilà, donc moi j'avais ça un peu en exemple et j'ai été déçu de ça, mais après c'était pas dans l'irrespect de la femme sur la femme, c'était plus global de la famille. Donc si j'ai dit ça dans le livre, ouais, j'ai dû le dire, mais dans un contexte bien particulier, mais c'était pas lié aux femmes, la femme. Je sais que c'est un sujet très à la mode et que beaucoup écoulent parce que ça fait du clic, mais c'est pas du tout sur ça que j'ai voulu le dire ou le penser, ou même le formuler. Voilà. Et puis en plus, c'est un livre que j'ai coécrit, donc je pourrais même me déresponsabiliser de le dire. Mais par contre, je te dis la vérité, j'avais vraiment une image de la famille. Toi, tu as envie d'isoler la femme, on peut l'isoler pendant
2h30. Alors moi, je veux pas l'isoler. Voilà. Mais je te dis que c'était un truc de famille. Voilà, c'était un truc plus familial, plus vivre ensemble, plus durer dans le temps et dans la construction. Voilà. J'essaie simplement de comprendre, Julien. Mais là, tu as compris. Des phrases que tu es censé avoir écrites. Eh bien, je t'ai répondu. Ah bah oui. Ce que j'ai lu aussi, c'est que tu expliques que tu étais plutôt ingérable, ado. Ingérable. Que tu passais ton temps à casser des abribus, voler des autoradios. J'étais fort au foot. Mes parents ont réussi, on va dire, dans la vie. Ils ont beaucoup travaillé, ils travaillent encore. Mon père dans les voitures, ma mère est des salons de coiffure. Du coup, ils ont beaucoup travaillé. Je me trouvais illégitime d'avoir mon milieu social. Moi qui étais dans le foot où socialement c'était un peu plus bas. Et je n'étais pas trop mauvais au foot, donc j'étais plus confronté à ce niveau populaire. Et je me retrouvais mieux dans ça. Voilà, alors que je n'avais pas l'intelligence de me dire, putain, mais tes parents, ils ont bossé pour avoir ce luxe-là. Moi, j'allais acheter une paire de crampons. C'était pas une par an, j'achetais 3 couleurs. Donc, je faisais un reproche à mes parents, alors qu'eux travaillaient comme des fous, des acharnés pour m'offrir un confort de vie. Et je me trouvais illégitime à ça. Et je trouvais que c'était pas juste pour ceux, on va dire, qui en avaient moins. Voilà, donc j'ai été, on va dire, entraîné des fois. Et j'étais aussi l'entraîneur de beaucoup de conneries, de bêtises. Ce que tu veux dire, c'est que tu as eu la chance d'évoluer dans une famille mais j'ai où voulu tu as manqué de rien. J'ai manqué de rien et le parcours de ma vie est représentatif. J'ai voulu prouver moi que par moi, j'arrive à faire des choses. Et je l'ai prouvé, je continue à le prouver. Mais je garde en fait cette espèce d'ADN maintenant, d'entrepreneuriat, tout ça. Et ça fait partie de mon éducation. Mais à l'époque où je fais beaucoup de conneries, c'est un milieu social que je fuis pour aller me créer mon identité, moi, que j'ai choisi. C'est-à-dire qu'à 14 ans, tu estimes que tu fuis ton milieu social. Exactement. Qui est plutôt bon. Normal, je ne suis pas milliardaire, hein, mais des gens qui travaillent et à boire et à manger sur la table. Tu manques de rien. Je manque de voilà. rien. Pourquoi faire un cambriolage à 14 ans? Ouais, parce que l'adrénaline, parce que attiré par les mauvais garçons, parce que devenu aussi un mauvais garçon, mais par bêtise, par lubie, pas par nécessité. Tu vois. Donc voilà, toujours dans cette espèce de parcours de vie. J'ai toujours eu un peu cette espèce de phénomène, j'appelle harakiri. Moi. J'aime bien me mettre des balles dans le pied, je sais pas. Parce que peut-être j'aime bien chuter pour me relever. Peut-être c'est ça qui m'excite plus que d'être. C'était de l'autodestruction aussi jeune, à 14 ans? Je pense, ou c'était facile, si tu veux. Tout était facile, donc il fallait se mettre de la difficulté pour que ça soit moins. Mis à part l'hyperactivité, est-ce que tu avais une colère, est-ce que tu avais une rage en toi? Ouais, une rage qui a été canalisée par le sport. Il n'y a aucun responsable à ça. Je me la suis construite tout seul à cette époque-là. On parle de 14 ans, parce qu'il faut bien arriver à dater tout ça. Vu qu'on fait une rétrospective un peu de ma vie, c'est ce pourquoi je suis là. C'est ce pourquoi tu m'as invité, du coup. À 14 ans, voilà, j'étais attiré par le côté obscur de la sombre, le côté obscur de la force. Et j'étais passionné surtout de tous ces... voilà, moi j'aimais bien tout ce qui était la mafia, tout ça. J'étais passionné, mais quand tu es passionné, tu l'es pas, quoi. C'est-à-dire que tu penses que des images, elles ont pu avoir une influence sur toi, des films, la télévision, elle a pu avoir une influence sur toi? Des films, pas la télévision. Pas la petite lucarne, en tout cas, le vrai cinéma. Donc ce qu'on voit, les images qu'on voit étant plus jeune peuvent avoir un impact et des conséquences sur nos actes. Évidemment. Ouais. Et vraisemblablement, ça en a eu sur toi. C'est pas pour me tirer des fleurs, mais j'ai toujours eu un phrasé, une espèce d'artistisme en moi, des choses qui me plaisaient un peu sur la langue. Voilà, je lis beaucoup. Je sais pas si tu en vois beaucoup des candidats lire ou quoi. Moi, je lis énormément. C'est des choses plus au niveau de la culture, de l'artistique, tout ça. J'adore l'art. C'est des trucs qui m'ont passionné très tôt, en fait. Bah ouais, mais cette appétence, elle te vient d'où pour la lecture? Je sais pas. Peut-être mon père. Mon père est un grand intellectuel, très posé, monsieur intelligent et très cultivé. Voilà. Mais j'ai fui tout ça et maintenant ça me sert parce qu'on fait des affaires et tout ça. Donc cette espèce d'éducation, ces codes socioculturels maintenant me servent. Mais à l'époque, je les ai fuis parce que je me trouvais illégitime à ça. Ado, en tout cas, c'est une escalade quelque part des conneries que tu enchaînes parce que par la suite, tu vas te mettre à dire du shit, c'est ça, consommer même de la drogue. Comme si tu voulais t'anesthésier le cerveau, c'est ce que je comprends moi en lisant ton livre. Non, il y a eu des flux, il y a eu deux, trois escapades. On a passé la frontière 2-3 fois. Je ne suis pas un dealer, je ne suis pas un baron. Mais oui, ça arrivait des fois que dans le coffre, il n'y avait pas que le sac de foot. Mais pourquoi tu faisais ça? Je sais pas, l'adrénaline, la connerie, la bêtise. La connerie, ça me faisait rire. Pour imiter ce que tu voyais dans des films? Non, je sais pas, non. C'était comme ça à cette époque-là.
Je sais pas, mais après, je l'ai pas fait non plus 36 fois, c'était plus de l'ironie. Je suis pas, je t'ai dit, je suis pas un grand voyou, mais je t'ai dit, pour me faire ma propre expérience, je suis passé par des chemins, des étapes de vie assez curieuses, et j'ai eu besoin de ça, moi, pour construire et devenir qui je suis. Donc c'est un parcours peut-être peu commun. C'était pas pour imiter qui que ce soit, mais à cette époque-là, ouais, c'était assez curieux d'aller chercher un peu le danger, de vivre dangereusement. Ouais. T'as consommé longtemps, toi, étant plus jeune? Non, je consommais pas, je jouais au foot, moi. Je jouais au foot, moi. Parce que tu te dis, hein, j'ai abusé de bonnes choses comme des mauvaises. Ouais, Je ça crois c'est d'ailleurs que je après. me suis flingué beaucoup de Non, neurones. je suis épicurien au sens large. Voilà, je m'interdis rien. Disons, je m'interdis rien. Je vais pas te faire le moine, hein. J'en suis pas un, même si j'ai un rapport à la religion maintenant qui est important et qui prend une vraie place dans ma vie. Mais ouais, j'ai fait des conneries, voilà. J'ai fait des conneries, mais j'ai jamais eu d'accoutumance, hein. Je suis accro au sport et à Jésus, c'est tout. Tu connais Voilà. Baudelaire? Charles? Oui. Oui. Les paradis artificiels. Oui. Est-ce que toi, à un moment donné, tu te laissais tomber dans un paradis artificiel? Si Ouais, oui, pour quelle raison? Non, je sais pas, j'ai pas vécu, si tu veux, à cette époque-là, 14 ans, du coup, 16 ans, j'étais dans un truc très militarisé, le sport, le truc. Des fois, peut-être que mon esprit a besoin de voyager, quoi. Mais j'ai pas consommé à cet âge-là, j'ai consommé un peu plus tard, mais ma vraie drogue, qui est l'endorphine, bon, ça finit par in, tout ce qui finit par in, en principe, c'est pas terrible, mais euh, c'est une drogue. L'endorphine? Ouais, je pense pas que c'est une bonne drogue. Mais moi, c'est vraiment l'endorphine, c'est le sport. Tu peux demander à tous tes amis, les prods et tout. Je me suis toujours levé en télé, 7 heures, j'allais courir. Tous, il n'y en a pas un qui te dira non. Que je fasse les Marseillais, que VS, le reste du monde, que je me couche à 4 heures tous les matins. J'avais besoin de ça. C'est ma drogue, c'est le sport. Voilà. Mais après, j'en ai déjà pris de la drogue, ouais, bien sûr. Mais jamais d'accoutumance. Jamais, jamais, jamais. T'en as pris jusqu'à quand? Je suis, je pense, le plus sain de toute la télé-réalité. Je pense. Pourquoi ça prend beaucoup de drogue dans la télé-réalité? Je pense, ouais. Je pense. Bah, si tu le dis, c'est que tu le sais. Mais j'en ai pris aussi, moi. J'en ai pris aussi. Mais quand tu faisais de la télé-réalité? Justement, j'en ai pris quand j'en ai fait, mais pas sur les plateaux ou quoi. Mais c'est à cette époque-là, sinon j'aurais jamais touché à ça. Jamais, jamais. Et tu sais pourquoi tu avais voulu Non, tester? c'était une connerie, ça fait partie un peu, je sais pas, de cette espèce de package de vie avec la télé, une espèce de fausse gloire que tu vis, une espèce de fausse star system, parce que finalement c'est pas grand-chose. Mais moi, j'ai les bookings en boîte qui te ramènent sur un milieu un peu nocturne, tout ça. Donc, ça n'amène pas que les bonnes choses, tu vois. Mais c'est, voilà, parcours de vie, époque, voilà. Mais moi, je suis accro au sport, c'est tout. Mais je ne sais pas si c'est une bonne chose, c'est pour te dire. Mais tu as regretté de t'être laissé aller Évidemment, c'est pas à de la prise de c'est substance? pas mon éducation. Je suis un mec qui est habilité pour le sport, qui est conçu de par mon hérédité génétique, grand-père rugbyman professionnel. Et même moi, enfin, dans mon esprit, tout ça, dans mon ADN, c'était pas du tout. C'était une période noire que j'aurais pas dû tomber là-dedans. Après, je n'ai pas de regrets forcément, mais c'est pas comme ça. Après, je dis pas que les gens sont arrivés au monde pour se droguer ou quoi, mais c'est un truc que j'aurais pu éviter, quoi. C'était une énième connerie qu'on aurait pu se passer. Voilà. C'est pas qui je suis, si tu veux. C'est pas ce qui me représente. Est-ce que c'est une connerie qui peut changer la personnalité Ouais, parfois? c'est une connerie qui peut te changer. C'est une connerie où tu peux te créer tes maladies après, des trucs. Moi, j'ai toujours ce souci de santé sur ce que tu consommes en mangeant, même tout ça. Ça peut avoir des répercussions sur l'après, tu vois. Et j'ai toujours eu cette espèce de cas de conscience, moi, tu vois. Et même quand je faisais des fois un peu la fête et tout, parce qu'il faut mettre des parenthèses. C'est pas, j'ai jamais fait, moi, des afters de 48 heures et tout ça, mais voilà, j'ai fait la fête. Mais ça reste, même si elle est pas énorme, une connerie, parce que c'est à l'antithèse de qui je suis et de ce que j'aime être, tu vois. Pour clôturer ce sujet Dis-moi. substance, il faut le cacher dans le milieu de la télé-réalité ou alors tout le monde le sait? Je sais pas si c'est un fléau, tu sais, pour le cacher ou pour le dire. Je pense que les gens, s'ils ont envie d'en parler et s'ils ont un problème avec ça, qu'ils n'en parlent pas. Moi, j'ai aucun problème. Donc, j'ai aucun problème. Je cherche l'empathie de personne. J'ai jamais cherché. J'ai toujours eu, je pense, un discours très franc, très, très loyal envers moi-même, en fait. Parce que ce qui m'importe, moi, dans la vie, je suis très nombriliste et égoïste, c'est envers moi-même. C'est-à-dire que ce que peuvent penser les gens, si ça m'avait fait quelque chose, j'aurais pas fait 17 télé où tu te fais insulter. Si le mec il a vu un épisode mauvais, il va t'insulter. S'il a vu un truc qui lui plaît, il va t'aimer 10 heures après. Ça pouvait pas, tu sais, dicter ma vie, ça. Tu vois,
l'émotionnel des gens n'ont jamais eu un impact sur moi, sur comment ils perçoivent l'information, comment elle est distillée, comment ils réagissent à ça. J'en ai toujours eu rien à foutre. Vraiment. De ce que toi, tu pouvais dire dans tes interviews, de tout ce business parallèle, toi, parce que tu es là, et d'autres, et Jérém Star, et mes coups. J'en ai toujours eu rien à foutre. Mais c'est pas par un mécontentement, c'est parce que j'avais alors, je te dis pas qu'il y a des choses qui m'ont jamais fait de peine, mais je suis comme ça, vraiment. Voilà. Mais après, je respecte les gens qui travaillent. Comme toi, c'est ton boulot, tu fais ça, voilà, tu as bien évolué, tu as des belles structures maintenant, donc bravo. Mais j'ai le respect de l'individu, mais ça n'a pas beaucoup d'impact sur moi, sur ma vie. Et ces gens-là, le milieu auquel on fait partie, et toi aussi, n'ont jamais eu une grande crédibilité à mes yeux. Voilà, j'ai du respect pour l'individu, mais ce pas des gens que j'ai regardés avant. Voilà. Donc, ce pas des gens que je regarderai après. Parce que tu as fait partie longtemps de ce milieu. J'en ai fait partie, voilà. C'est pour ça que je ne tire pas sur ce milieu. C'est un truc qui m'a ramené du réseau. C'est quelque chose qui m'a fait connaître. Pas forcément de la façon la plus positive, mais c'est moi. Tu comprends? Je ne suis pas... j'ai pas envie d'être un exemple, ni un contre-exemple, mais je pense que je suis l'un des mecs les plus honnêtes qu'il y a, avec le bon comme le mauvais, si tu veux. Et je suis très à l'aise avec ça. Après, il y a des gens qui pensent que derrière, ils vont arriver sur des grandes carrières, donc ils sont dans cette espèce de souci d'image. Le souci qu'on doit avoir, c'est par rapport aux jeunes qui te suivent. Bon, eux, il faut essayer de pas trop les induire sur des conneries, tu vois, mais le retour des gens sur être aimé et pas aimé, j'en ai toujours eu strictement rien à branler. Et au plus on m'aimait pas, et au plus je me marginalisais, au plus je kiffais presque. Parce que c'est une bêtise de juger un individu à travers un épisode, à travers un réseau. Je suis pas assez con pour avoir déjà jugé quelqu'un sur un court moment, un instant sur les épisodes. Tu vois. C'est un peu, on va dire, le petit reproche que je fais, pas aux gens, mais je me dis, bon, c'est dommage, tu sais, de ne pas avoir ce recul. Tu vois, sur les choses. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup de recul. J'ai des amis de tous bords, tous milieux sociaux, et je m'enrichis en fait de la différence des gens, de leur parcours de vie. Et je ne peux pas comprendre, moi, qu'on puisse mettre quelqu'un dans une case sur un épisode, sur quelque chose. C'est quelque chose, moi, qui m'a toujours beaucoup étonné, et j'étais pas d'accord avec ça. Voilà. Tu parlais de ton grand-père, oui. rugbyman. Est-ce que c'est de ce grand-père dont tu parles également dans ton livre? Oui, où exactement. Tu expliques que tu l'as vu se donner la mort devant toi. Exactement. T'étais ado, hein? J'étais ado, 18 ans. La même année, je vis, on va dire, un double traumatisme, le divorce des parents et le suicide de mon grand-père. Hein. Bon, alors, étonnamment, ce qui m'a le plus choqué, c'était le divorce. C'est ça, en fait, j'en parle, c'est pas pour... je crée aucun apitoiement, c'est des... Après, normalement, c'est des trucs que tu vois dans Faites entrer l'accusé. T'es pas préparé, un gamin, à vivre ça. Alors, est-ce que ça a eu une incidence après sur un rapport à une forme de violence? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas un truc qui m'a rendu triste. Parce que c'est un truc, si tu veux, pour moi, presque pas psychiatrique, mais je n'ai pas compris. Donc, j'ai été choqué. C'est violent de voir ça quand même à 18 ans, enfin à tout âge. C'est très violent. Mais en pleine construction, ouais, ça l'est d'autant plus. C'est très violent. Qu'est-ce que tu vois, Julien, à 18 ans? Et tu vois ton grand-père par terre avec un poignard enfoncé. C'est toi qui l'as découvert? C'est moi, ouais, c'est moi. Comment tu réagis? Ben, étonnamment, comment tu vas réagir? J'ai pas dans l'effroi, dans un choc terrible, mais je sais pas, plus de mots, quoi. Plus de mots, plus de... Tu sais même pas comment réagir. Un grand silence, surtout un grand silence. Tu es seul quand tu le découvres? Ouais, seul. T'appelles tes parents? Ouais, ben, il y avait ma grand-mère aussi, qui elle était venue nous alerter qu'il y avait un souci, quoi. Que bon, c'était un peu chaud, et j'arrive sur les lieux, et c'était trop tard en fait, donc pas compris, peut-être l'humain est surprenant, l'humain, tu crois connaître des fois les gens, ils peuvent te donner une image de ce qu'ils sont. Tu l'aimais ce grand-père? Ouais, je l'aimais. C'était peut-être l'une des personnes que j'aimais le plus. Vous étiez complices? Non, mais c'était une image. Moi, j'aime beaucoup ma famille. J'ai un petit cercle. Je leur dis pas souvent que je les aime, mais j'ai un petit cercle très restreint. Ma grand-mère, ma soeur, mon père et ma mère, et ma grand-mère. Tu vois, on n'est pas beaucoup. Après, j'ai des cousins et tout, mais c'est un petit bloc. Et ouais, c'était terrible. La même année, ta vie s'écroule. Genre, tes parents qui divorcent, t'es loin, t'es jamais là. T'es soit au foot, soit tu vas faire du mannequinat. Et ton grand-père, où t'as une image un peu du patriarche, tu vois, parce que c'était un peu. Voilà, un mec qui a de la poigne, des anciens, quoi, tu vois. Il vous laisse des explications, une lettre non, à cet pas acte? de lettre, pas de lettre. Parti.
Merci, au revoir. Ouais, Comment tu fais le deuil? Je sais même pas si je l'ai fait, ce deuil, finalement, parce que tu sais, t'es même plus dans le questionnement, tu es dans l'incompréhension, en fait, de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu vas en penser, genre? Il était plus heureux, quoi. Donc, il a voulu partir. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, mais j'ai trouvé dur pour ma grand-mère, comme s'ils avaient une belle vie, ils jouaient au golf, c'était pas les grands-parents un peu là, c'était pas la mère Michel avec le truc, ça jouait au golf, c'est une belle vie. Je sais pas, ils voyageaient, c'était beau en plus ensemble, tu vois, donc je trouvais ça dommage. Je trouvais ça dommage parce qu'il y a des gens qui ont des maladies, mais après ça doit être une maladie, tu sais, ça doit être... Mais il y a des gens qui ont des trucs incurables, tu vois, des cancers, des trucs qui sont condamnés et qui, eux, veulent se battre pour garder la vie et presque les regrets de ne pas avoir vu à temps mais qu'il y avait un dysfonctionnement, tu vois, psychologique. Tu ressens quoi? Est-ce que c'est de la culpabilité? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de l'incompréhension? Incompréhension. Incompréhension. Et tristesse, du coup. Et surtout incompréhension. Ouais, compréhension. Mais ça m'a fait chier, surtout pour ma grand-mère, quoi, tu vois, qui elle est en bonne santé toujours, qui elle, si tu veux, maintenant vit... je trouve ça con, en fait. Bête. Je sais pas. C'est très curieux le rapport qu'on a face aux événements de la vie, c'est pas. Et puis moi, je suis pas un mec qui va chercher l'apitoiement, un truc. Tu lui as déjà parlé à ce grand-père? Tu t'es déjà adressé à lui depuis qu'il a quitté ce monde? Non. Je sais que tu as un lien particulier, tu en parles aussi dans ton livre à la religion. Ouais, ouais. Tu dis que tu n'hésites pas à te mettre à genoux sur le mont sûr. Saint-Michel. Ouais, je vais souvent à Lourdes, je fais des retraites spirituelles dans des abbayes, je vais dans des monastères. Je suis souvent dans des retraites un peu de silence, je suis dans une espèce d'introspection. Voilà. Tu t'adresses à Dieu? Ouais, je m'adresse à Dieu. Mais pas aux défunts? Non, qu'à Dieu. Ouais, qu'à Dieu. Je suis très croyant, très pratiquant, mais depuis toujours au final. C'est juste que à un moment, je connais une espèce de tunnel et ça m'a un peu, remis sur le, pas te dire le droit chemin, parce que chacun a son chemin, mais ça m'a remis un peu. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Mais j'ai toujours été pieux en fait. J'ai toujours pratiqué dans mon coin, mais je trouve qu'en étant chrétien, on n'a pas une religion qui est forcément à la mode, hein. On le voit à travers les conflits. À travers les conflits, on le voit surtout. C'est-à-dire que les gens m'entendent parler d'Israël, de la Palestine, mais on ne va pas te parler de génocide en Arménie. Tu comprends? Tu vois pas? Ça veut dire que c'est pas une religion qui est à la mode. Moi, je vois quand je vais à l'église, il n'y a pas grand monde, c'est souvent des retraités et beaucoup de malgaches. Mais la religion n'est pas censée être une mode? Moi, je pense que c'est devenu une mode. Pourquoi tu penses ça? Pour des gens, déjà, les trois quarts qui se reconvertissent pour vendre des produits, je trouve ça lamentable. Voilà. C'est ton interprétation? Ouais, c'est la mienne. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité? Non, mais je trouve ça lamentable quand même. Et moi, c'est plus pour un élan de... Moi, je vends pas plus de produits avec ça. Je te dis, c'est pas quelque chose qui est à la mode, c'est plus pour... parce que je trouve dommage que des gens deviennent athées, et je pense que ça les aiderait. C'est pas pour donner un mouvement quelconque, en fait. Je trouve que ça fait du bien, c'est positif. Alors, il faut pas tomber dans une espèce d'endoctrinement ou quoi. Mais... Religion et réseaux sociaux, ça fait bon ménage, tu trouves? Ben moi, en fait, des fois, plutôt que de montrer des conneries, j'aime bien montrer que je suis à l'église, faire partager. Quand je vais dans les monastères et tout, je trouve ça cool. Je trouve ça peu commun. Il y a eu une émission là où ils ont fait ça, je trouvais ça super. Bienvenue au monastère. Ouais, je trouvais ça top. Simon Castal dit d'ailleurs, un confrère à toi, si on peut appeler ça comme ça, je l'ai pas connu. a participé. Je l'ai pas connu. Je pense pas qu'il a connu c'est notre génération. Les belles années, mais il a pas l'air méchant et je trouvais ça bien ce qu'il a fait, moi. Je trouvais ça bien. T'aurais pu participer j'aurais adoré. Bienvenue au monastère? J'aurais adoré. Ouais. Garder le silence. Je connaissais quelques... La vertu du silence. Ouais, je trouve qu'en fait, c'est une espèce de voyage intérieur où finalement on dit beaucoup de conneries, on voit passer beaucoup de choses sur les réseaux et ça te tranquillise, ça te remet un peu en phase. Après, je vais pas faire le Dalai Lama parce que je n'en suis pas un, mais moi, c'est quelque chose où j'ai besoin d'avoir cette espèce de phase spirituelle pour édulcorer l'autre côté plus volcanique, tu vois. À part Simon Castaldi, tu connais des participants de Bienvenue au Ouais, je monastère? connaissais un peu Delphine, Fabienne. Fabienne Cara? Ouais, après, il y avait qui? Clara Morgan? Ouais, on s'était vu une fois, je crois, sur un shooting. Je la connaissais pas bien, mais Fabienne surtout. Fabienne. Tu la connaissais d'où, Fabienne Cara? Fabienne, je la connaissais, je sais plus, d'un événement. Et on était restés en contact. C'est une belle personne. En tout cas, pas rentrer non plus trop dans les détails, mais j'ai trouvé
bien l'idée, le concept. Ça, c'est un truc qui m'aurait plu. Vous aviez quel type de contact? Amicaux. Amicaux. C'est-à-dire vous alliez faire une bouffe ensemble? Ouais, voilà, des verres, des trucs très sympathiques. Gentil, Fabien. Ah, vous avez bu des verres ensemble? Ouais, comme si on boit un café maintenant. Ouais. Voilà. Mais très sympa. Qu'est-ce qui vous liait? Je sais même pas. Je sais plus. Je ne me rappelle même plus pourquoi. Je sais plus. Je sais pas, non, elle était sympa. Je sais même plus comment on s'était vu, rencontré, mais c'est une belle personne. J'ai plus de nouvelles en plus. Et je l'embrasse. Parce que c'est quelqu'un qui était sympa. On parle de ton livre depuis tout à l'heure. En Ouais. 2020, dans ton livre, tu parles à cœur ouvert des violences conjugales au sein de ton couple avec Marine Elimer. Elle dénonce une emprise toxique sur les réseaux sociaux. Tu confies dans ce livre, dans tout ce qui a été dit, il y a des vérités. Oui, j'ai eu des gestes déplacés. Oui, je suis allé trop loin vis-à-vis de Marine et j'ai fait des choses qu'un homme ne doit pas faire et je m'en excuse. Moi, je vais te poser une question que beaucoup se sont posées sur les réseaux sociaux. Je vais profiter que tu sois en face de moi pour te la formuler, Julien Guirado. Lorsque tu formules tes excuses, lorsque tu sors ce livre, est-ce que ce sont des véritables regrets que tu exprimes? Est-ce que c'est une véritable remise en question ou est-ce que ce sont des excuses de complaisance pour obtenir une forme de rédemption du public? Complaisance, j'ai jamais voulu l'empathie. Quand ça s'est passé, 99% des gens auraient nié ou auraient été mis sous silence. Moi, mais c'est pas avoué, parce qu'avouer. Le problème, quand tu dis ça, t'es apparenté, t'es Bertrand Cantat. C'était pas ça, c'était quelque chose de toxique commun. Mais je l'ai dit de suite, mais j'étais malheureux pour nous, plutôt, pas pour la perception des gens. De la tournure que ça avait pris, de toutes ces choses. Et ouais, et puis c'était quelqu'un que j'aimais à l'époque. Donc j'étais triste voilà, que ça se passe comme ça, mal, et qu'on n'ait jamais réussi à trouver une vitesse de croisière calée, qu'on soit destructeur l'un pour l'autre. Après, dans ce cas de figure, évidemment que c'est anormal parce qu'on est des hommes et qu'on n'a pas à faire ce genre de choses. Et c'est pas bien. Et j'ai une petite sœur, et évidemment que j'aurais jamais accepté à l'inverse que ces choses se passent. Et malheureusement, tu peux tomber dans des schémas où les choses peuvent te dépasser. C'est tout ce que j'ai à dire de plus. Mais c'est pas du tout pour avoir une empathie. C'était plus parce que vraiment à l'époque, j'étais vraiment désolé pour moi, pour la fille que j'ai aimée, et je pense qu'il m'aimait aussi, et pour tout ce que ça engendrait. Tu sais, pour pas faire quoi de moins. 3 télés en moins, 2 placements de produits en plus en moins. Tu vois, là, on en est plus. Non, mais ce que je te réponds, on n'en est plus à ce que ça va. Ce que ça va engendrer. Voilà, on est parti dans une dérive. Elle pourra, si elle veut, se déresponsabiliser et dire que c'est que moi. Mais elle sait, je sais. Tu vois, on est parti dans un truc sombre et on n'était pas la bonne équation d'être ensemble. Puis c'est tout. Mais c'est pas pour banaliser ou réduire. Moi, je l'ai toujours dit, c'est anormal. Mais il faut sortir de ça rapidement, en fait. Parce que c'est une escalade et c'est pas bon, mais m'excuser, je me suis vraiment excusé parce que je me suis aussi excusé envers moi-même. Tu vois, c'est ça aussi, envers elle, envers moi. Tu t'en es voulu? Beaucoup, beaucoup. Beaucoup de ne pas avoir sauvé ce naufrage, en fait, tu vois. Je m'en suis voulu de ne pas avoir compris très tôt qu'émotionnellement, on n'était pas capable d'être ensemble parce qu'on avait des caractères, je pense, malheureusement un peu identiques sur des trucs, et de ne pas pouvoir arriver à avoir pu, je sais pas, avoir les voyants ouverts, parce qu'on aurait pu faire des belles choses. Et j'ai pas de regrets aujourd'hui de ne plus être avec elle, mais j'ai des regrets de ne pas avoir su émotionnellement à cette période être capable de pouvoir supporter, enfin, de mieux. Qu'est-ce que l'homme que tu es aujourd'hui, Julien, 5 ans après, a envie de dire à l'homme que tu étais à ce moment-là, en 2020, 2019? L'homme que j'étais aujourd'hui, déjà, l'homme que je suis aujourd'hui, déjà, il y a plus d'expérience. Le chemin, on va dire, était sinueux. On vit d'expérience, on vit de bons, de mauvais moments. J'en ai connu des très mauvais, mais j'en ai connu aussi des très bons. Et j'ai pas fait tout de bien. Et on essaie de s'améliorer, on essaie d'être la meilleure version de nous-mêmes. Moi, en tout cas, j'ai pris vraiment un chemin de vie totalement différent. Je suis plus dans les soirées, je suis plus dans la drogue, je suis plus dans tout ça. Je suis revenu à quelque chose de plus sportif, plus sain, plus vert autour de moi. Mais j'ai juste cette période sombre. Et quand tu es dans ce naufrage-là, quand tu es dans ce tunnel,
Il n'y a rien de bon à en tirer. Alors là, on peut dire violence, mais il n'y a pas que ça. Il y a des choses. Enfin, tu sombres. Tu sombres et le paquebot coule. Voilà, ça fait partie de ma vie. Ça a été une descente aux enfers. Donc je me suis relevé, donc je me relève et c'était pas facile. Mais les paroles qu'elle a eues, la prise de parole publique qu'elle a eue, Marina Limmer, est-ce que tu estimes avec du recul que ça a été salutaire? C'est-à-dire salutaire. Est-ce qu'elles t'ont aidé, ces ouais, paroles, moi, ça m'a fait du bien. Est-ce que sa prise de parole publique t'a permis de prendre conscience qu'il fallait te soigner? Ça, je ne sais pas si au départ c'était vraiment sa volonté à elle, mais en tout cas, j'ai pas de rancune, de rancœur, mais ça m'a fait du bien, quelque part. Ça m'a remis en question moi, mais en ma qualité d'homme, en ma qualité Ça a été plus un cadeau, une bénédiction que me mettre au sol. Ça m'a mis au sol, ça m'a fait du mal, ça a fait du mal à sa famille, à la mienne, à mes proches, mais il le fallait. Je pense qu'il le fallait. Est-ce que par la suite, tu t'expliques que tu suis une thérapie? Ouais, j'ai suivi une thérapie. Que tu fais du yoga, que tu vas voir un psy? J'en vois toujours un. Un sophrologue? J'ai fait une psychanalyse, un sophrologue aussi. Je continue. Et je n'ai pas de tabou où les gens sont fâchés avec l'amélioration de soi. Moi, non, je t'ai dit, je fais des retraites spirituelles, je continue. Mais vraiment, je trouve que quand même, ce qui m'a fait le plus de bien, moi, ça a été un retour à la religion. Voilà. Mais qui n'a jamais été trop éloigné. J'ai toujours été, mais je me suis un peu plus mis dedans parce que ça m'a aidé et ça m'a surtout mieux constitué, je trouve. Parce que derrière, tu ne peux pas prodiguer ou écouter des paroles un peu, on va dire, bibliques et faire tout l'inverse ou être dans une espèce d'hypocrisie, de mensonge dans ta vie. Donc oui, ça ne fait que du bien. Et ce qui s'est passé, cet événement-là, en tant qu'homme, m'a fait grandir et m'a fait beaucoup de mal, mais beaucoup de bien en même temps. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire sur les réseaux sociaux, en tant que média même? Je te pose la question, ça m'intéresse. Est-ce qu'il faut invisibiliser un Julien Guirado aujourd'hui, en 2024-2025? Et moi, je ne cours pas après la lumière déjà. Non, mais c'est une vraie question, vraiment. Est-ce qu'il faut parce que beaucoup l'ont dit. Ouais, beaucoup l'ont dit, mais beaucoup me rappellent. Donc, tu sais, c'est toujours cette espèce d'hypocrisie. Attends, je vais jusqu'au bout de ma question. Est-ce qu'il faut invisibiliser, selon toi, un Julien Guirado, ou est-ce qu'il faut quand même entendre le discours que tu viens d'expliquer, le chemin par lequel tu es passé? Moi, je ne demande pas à ce qu'on m'entende, à ce qu'on m'écoute. On me demande d'être là, je viens. Bon, je n'étais pas forcément client d'être là, mais bon. Je ne te parle pas de moi, je te parle en général. Je vais te répondre du coup. C'est toi ou d'autres, il y en a plein de journalistes qui m'appellent pour répondre. Donc finalement, vous devez arriver, je pense, à aller au-delà de l'espèce d'idéologie, déontologie pour vous, vos fins personnelles, si tu veux vraiment que je t'y réponde. Maintenant, la morale dans tout ça, la conclusion, les gens se la font avec toi, sans toi ou sans moi. Donc finalement, ils voient ça peut-être comme des événements. On a fait ce choix d'être, on va dire, médiatisé. Donc évidemment que les gens veulent avoir, je sais pas, ou... Mais pourquoi je te pose la question? C'est parce que moi, je pense à une affaire qui est complètement différente, celle de Nabila et Thomas. À l'époque, Nabila qui avait mis un coup de couteau à Thomas, qui avait d'ailleurs fait de la prison pour ça. Elle a fait la couverture de quelques magazines quand même. Pour ce geste. Par la suite, elle a tourné dans Orange is the New Black. Par la suite, elle a eu son émission à Nabila. Par la suite, elle est devenue celle qu'elle est aujourd'hui. Tu comprends? Pourquoi je te pose cette question? Je comprends. Est-ce que tout le monde a droit à une seconde chance? Dans le milieu du divertissement? Je pense que l'être humain a des failles, l'être humain n'est pas infaillible. Le divertissement, c'est pas une fin en soi, c'est une partie d'un public. Moi, je fais beaucoup de choses à côté. Je fais des startups, on monte des startups, on fait des financements, on fait des levées, des gens du CAC et d'horizons totalement divers et variés. C'est plus moi mon écosystème, tout ça. Et c'est pas très grave, tu comprends? Je pense que dans la vie, il n'y a pas d'hasard. Donc si tu dois sortir d'un certain sérail, c'est qu'il y a d'autres choses mieux faites pour toi. Voilà, j'en reviens un peu à ce côté spirituel, religieux. J'en ai strictement rien à foutre, en vrai de vrai. Que les gens aient envie ou pas, tu comprends que je m'en fous. C'est toi qui as envie que je sois là. Tu comprends? C'est toi qui me poses des questions. Et tu fais ton travail, et tu le fais pas trop mal. Et les autres, c'est pareil.
Mais maintenant, de se poser la question, est-ce que tu trouves normal que les gens trouvent que c'est normal? Quoi qu'il arrive, ils vont regarder ton interview. Non, je pense qu'ils préfèrent. Si tu veux, l'hypocrisie, elle est là. Non, Julien, je me pose la question de la seconde chance. Mais tu as la réponse dans ta question. Mais moi, je veux pas de seconde chance. Moi, ma vie, elle va très bien. Non, parce qu'on a eu cet exemple médiatique qui est celui de Nabila. Je pense que la meilleure chose qui lui est arrivée à Nabila, c'est ce coup de couteau en termes de carrière. Voilà. Moi, je te réponds. Et tu le sais aussi bien que moi. Mais tout le monde n'aurait peut-être pas eu la chance de pouvoir poursuivre une carrière médiatique. Tu vois? Pas tout le monde. Mais regarde la preuve, t'es un média. Je suis pas content, mais je veux dire, le mec qui est peintre en Bourgogne, il va pas t'intéresser. Tu comprends? Tu vas pas l'appeler, l'interviewer. Donc tu vas aussi sur des gens. Tu sais, tu regardes pas toutes mes vidéos, ça. Non, mais toi-y, mais si tu veux, c'est pour te dire que tu vas aller vers des gens, je pense, qui vont te divertir ou qui vont divertir les gens sans avoir besoin d'avoir 6 caméras sur eux. Et je pense que c'est à ça aussi que tu vois les gens qui durent dans cette espèce de petit milieu et les autres. C'est qu'il y a des gens qui avaient ces traits de caractère dont j'ai fait partie, moi. Même, c'est pas à des niveaux, mais sur des aspects du caractère différents. Mais tu as des gens qui ont des parcours de vie et que ça induit des choses, des situations. Et alors, attention de ne pas être une bête de foire, mais c'est tel événement qui est la conséquence, tu vois, de ce qu'on est, de qui on est. Et ça va forcément intéresser les gens. Mais moi, j'ai jamais demandé à vivre tous ces malheurs ou ces bonheurs et que ça crée une émulsion et un intérêt sur des gens. Et il y a des choses, je m'en serais bien passé, tu vois. Mais une Nabila, en termes de carrière, que tu le veuilles ou pas, la meilleure chose qui lui soit arrivée, c'est ce coup de couteau. C'est terrible, c'est terrible. Pourquoi c'est terrible? Pourquoi tu es dans l'hypocrisie de ce que tu penses, de ce que tu vends et de le regard des gens? Ce qui est terrible, c'est de dramatiser une situation, d'y mettre de la morale, mais de le vendre quand même, de le mettre en boîte et de le jeter aux gens. C'est ça qui est terrible. C'est de ne pas comprendre ce que tu fais. Toi, c'est-à-dire que intellectuellement, là, tu es en train de prouver que tu ne comprends pas ce que tu fais. Les gens se mentent eux-mêmes. Ah non, pas du tout. Non, mais attends, c'est pas pour ça que j'ai dit c'est terrible. Si tu veux, je finis. Les gens vont s'offusquer. Les gens vont se plaindre. Mais les gens sont clients de ça. Tu comprends? Demain, tu vas interviewer Geneviève, qui est en Haute-Loire, qui travaille dans un pressing. Les gens n'ont rien à branler. Les gens sont sur Netflix. La vérité, elle est que là. Alors, il y a des gens qui ont besoin de production pour s'autoproduire. Il y a des gens, leur vie fait qu'ils sont en autoproduction. C'est pas terrible. On est là-dedans, mon ami. Et tu vends ça, toi aussi. Toi et tes autres, tes copains, et Jérém Star, et mes Koumanski. Et la vérité, elle est là. C'est pas terrible. On nous vend de la déontologie. On nous vend de la bienfaisance. Moi, je ne vends pas de la bienfaisance. Non, là. Pas toi, mais du coup, des fois... Je te pose des questions. Ouais, mais je t'y réponds. Et je me pose des questions sur le traitement médiatique d'une Nabila avec un coup de couteau. C'est sûr. J'espère que tu comprends le parallèle. Je le comprends. Et ce que je vais t'expliquer... Et ce que je trouve terrible, même si c'est factuel, et pour te répondre, tu m'as pas laissé finir, oui, tu as raison, le coup de couteau a boosté considérablement sa carrière. Et pourquoi c'est terrible? Mais c'est terrible de dire ça. Et cette réalité-là, je la trouve terrible. Et je ne pense pas que ce soit hypocrite d'avoir ce recul-là. Elle a des bons agents, des bons attachés de presse. Si j'avais eu les mêmes que Nabila quand c'est arrivé, ils m'auraient dit de fermer ma gueule et de se taire. Voilà. Moi, je ni fait en fonction des attachés de presse, ni des agents. J'ai toujours écouté que moi-même. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas eu la même carrière au final. Mais je pense qu'il ne faut pas être dans la démagogie, dans le jugement permanent de qui sont les uns, qui ont fait quoi. Les gens qui durent, c'est les gens qui ont eu un vrai parcours de vie. Je ne pense pas que je sois dans le jugement, je suis dans le questionnement, en l'occurrence face à toi. Tu dis c'est terrible. Donc qu'est-ce qui est terrible? Parce que c'est terrible. Si Nabila venait pour une interview, tu serais content de la recevoir. Bien sûr. Voilà. Et je serais très content aussi de lui formuler mes questions comme je suis aujourd'hui en train de le faire parce que je les aurais préparées. Ce que je vais t'expliquer, c'est que ce qui est terrible, c'est l'hypocrisie que les gens entre ce qu'ils aiment et ce qu'ils ont envie de détester et leur perception des choses. Voilà. Et ils veulent y mettre la morale. C'est ça qui est terrible. C'est l'incompréhension de leur émotionnel, de ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils se disent, ah putain, moi je suis dans ma vie, étant quelqu'un de normalement constitué, ça c'est anormal. Du coup, je dois le condamner, mais je regarde quand même. Tu comprends? C'est ça qui est terrible, mon ami. Voilà. Je t'ai répondu. Question suivante. Parce que depuis tout à l'heure, tu dis que tu te fous royalement de la vie des gens. Ouais. Et pourtant, il y a eu une période où il y a eu énormément de commentaires sous certaines de tes photos. On a pu lire c'est quoi ce squelette ambulant, mange un steak au lieu de boire une bière, faut manger mon gars, phase terminale ou quoi. Qui dit ça? C'est juste atroce. Qui sont ces gens? Des utilisateurs des réseaux. Ouais, ok. Bon. C'est les 3/4. Est-ce que tu te fous aussi de ce type de commentaires? J'en ai rien à branler. Totalement. Total.
ils n'ont pas de légitimité, de crédibilité. Bon, souvent, quand tu regardes un peu de qui ça vient, tu peux comprendre que c'est pas non plus bien reluisant, mais je m'en fous total. Écoute, à croire que ça plaît à certaines marques, vu que des fois, ils utilisent mon image pour leur packaging. Donc, au regard de la société, du coup, c'est que peut-être je suis encore dans des espèces de canons de, on va dire, de beauté qui fonctionnent. Voilà, non, je m'en fous, c'est normal, c'est pas grave. Mais tu vois, je trouve ça plutôt cool de te poser cette question-là. Parce que d'habitude, c'est une question qu'en tant que média, on pose régulièrement à des femmes. Ouais. Je trouve ça bien aussi de confronter un homme à ce type de commentaires. Je sais pas, après, je sais pas quel physique il faudrait avoir, quelle silhouette à adopter. Je sais pas qu'est-ce qui est dans les normes. Tu le sais, toi? Qu'est-ce qui est dans les normes? Comment il faut être pour être accepté dans cette espèce de vie, de société? Je m'en fous contre fou, ça m'a jamais pénalisé. Je trouve pas avoir un physique désagréable. Et pour ceux que ça dérange, il faut faut appuyer sur le unfollow. Unfollow. Ouais. Faut donc arrêter de te regarder. Arrêter de ou m'envier, me regarder, ou de pas avoir les outils pour faire pareil. Et si tu veux le secret, eh ben, je te vendrai une formation. Tu la paieras cher. Pas toi, le mec qui est dans cette espèce de jalousie, tu vois. Parce que c'est que de la jalousie, ça. Tu travailles encore dans le foot? Ouais, je travaillais dans le foot et je faisais une formation d'agent. Je vendais une formation d'agent pour le foot féminin. Je suis plus émissaire du foot féminin. Là, pareil, grande hypocrisie, tu vois. Je suis pas comme bourreau, quoi. T'as vu, des fois, je m'intéresse à des choses sur, tu vois, le foot féminin, le développement. Tu vois, où on essaye de voir pour peut-être avoir des subventions, pour qu'il y ait peut-être une équité un peu salariale entre les hommes. C'est à développer le football féminin. Ouais, aujourd'hui en France. Ça a développé et je trouve que le niveau il évolue bien. Tu vois, je suis avec un ami qui s'appelle Grégoire Axelrod, qui est un agent aussi, et avec qui on a fait cette formation et des fois on va, je sais pas, à Parme, dernier déplacement qu'on a pu faire, c'était à Parme. On est parti voir Kelly Gago qui fait partie de l'agence je fais partie et je trouve intéressant parce que ça c'est pareil, il y a une hypocrisie, c'est-à-dire que dans le foot féminin, t'as pas du tout les mêmes infrastructures que pour les hommes. Il n'y a pas les mêmes moyens. Il n'y a pas les mêmes salaires. Donc moi, tu vois, ça, je trouve ça normal. Tu vois. Voilà. Et c'était important pour toi de contribuer avec ton background? C'était important pour moi et puis je trouve que c'est une bonne chose, moi, que une femme aux États-Unis, elle va jouer au foot, elle va prendre 3 à 4 millions sur un contrat. Ici, sur un niveau équivalent en France, si elle prend 3 000 euros, c'est le bout du monde, tu vois. Donc, t'entends à la radio, RTL et tout, c'est pas normal, inégalité salariale, homme-femme. C'est toute cette hypocrisie. Et là, moi, je la vis. C'est vraiment une vraie hypocrisie. Donc, et ça, je le combats. Tu vois, je suis pas que le... Tu vois, des fois, on a aussi des petites convictions, quand même. T'es en couple depuis quelques mois aussi? Oui. Avec une certaine Kelly? Oui. Qu'est-ce qu'elle te dit, Kelly? Qu'est-ce qu'elle me dit, Kelly? Kelly, elle me dit elle me dit d'essayer d'être la meilleure version de moi-même. C'est quelqu'un d'exceptionnel, Kelly. C'est-à-dire que si ça n'avait pas été ma copine, ça aurait été une grande amie. C'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui est dynamique, c'est quelqu'un qui me fait du bien. Et c'est une fille intelligente aussi. Donc c'est quelqu'un où j'ai beaucoup de respect, de considération, d'estime aussi pour elle. Et c'est vrai qu'elle a aussi un peu restructuré ma vie dans le sens où c'est quelqu'un de très organisé, où j'étais un peu marginal moi dans ma vie, il n'y avait pas trop de règles, un peu les trucs, machin, les impôts, tu vois, je vivais un peu en marge, un peu comme un vagabond et elle m'a je ne vais pas dire rééduqué parce que mes parents ont fait leur travail, hein, mais elle m'a un peu remis des valeurs sur des choses où j'y accordais peu d'importance. Donc, elle fait du bien, je pense, à mon bon fonctionnement, en plus de la belle relation qu'on a. La télé-réalité, t'as fait une croix dessus ou alors tu pourrais participer à un prochain tournage? Écoute, on a fait la MIF avec Kevin, c'était sympathique. Je pense que j'aurais été malheureux avec tous ces trucs de CSA, j'aurais pas pu m'exprimer comme je le voudrais. Je suis quelqu'un de très sarcastique, très cynique, et c'est l'humour moi qui me fait rire. Tu penses que tu pourrais pas aujourd'hui être le même candidat de télé-réalité que tu as été? Je peux pas. Je pourrais pas, je pense.
C'est parce que les codes ont changé, je pense. Après, je suis pas trop client, je regarde pas trop la télé en général, pas que sur la télé-réalité, mais on a vécu des belles années, c'était la colonie. Moi, je regarde des très très bons souvenirs. Je vais pas tirer sur la télé-réalité, j'ai aucun intérêt. Je pense que ce soit avec les productions, même les caméramans, on a vécu des bons moments, ils ont été très tolérants avec moi. Et c'est des gens que tu sais que tu vois plusieurs mois de l'année en tournage, donc des fois tu les vois plus que tes parents, donc tu crées des liens, tu vois. Je gagne rien autour de la télé maintenant, mais je ne vais pas être acteur d'un truc négatif. Ça ne m'a pas apporté forcément que du mauvais. Moi. Bah, tu avais commencé, c'était dans Secret Story, tu avais 20 exactement. ans. Tu en as 32 aujourd'hui, il y a 12 ans qui se sont écoulés. Oui. Il a évolué comment entre ses 20 et ses 32 ans, le Julien Guirado? Franchement, il est passé par beaucoup d'étapes, un cheminement, des fois même un chemin de croix, mais je pense que ça fait partie de ma vie, de mon parcours, et je trouve que ça n'a pas été linéaire, mais bon, c'est mon parcours, c'est ma vie, je l'accepte totalement, et je suis content de ce que je suis en train de devenir, et il y a des choses, évidemment, ça aurait pu se passer autrement, mais c'est la vie, c'est comme ça, et je pense que le meilleur est à venir. Merci Julien Guirado pour cette entrevue. On te retrouve Merci. sur tes réseaux sociaux, ton compte Instagram c'est Guira22. Exactement. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, prenez bien soin de vous et des personnes que vous aimez. À bientôt.